Le 2 mai 2011, l'homme le plus recherché au monde fut éliminé dans un complexe à Abbottabad, Pakistan. Mais quand les Navy Seals prirent d'assaut ce bâtiment, ils ne trouvèrent pas seulement Oussama Ben Laden, ils trouvèrent quelque chose d'entièrement différent. Une collection d'épouses, d'enfants et de petits-enfants vivant dans l'ombre du terroriste le plus notoire de l'histoire. Qu'est-il arrivé à ces âmes innocentes, prises dans les feux croisés de la politique mondiale? Certains disparurent dans des programmes de protection des témoins. D'autres font face à la déportation vers des pays qui ne voulaient rien avoir à faire avec eux. Et quelques-uns, eh bien, leurs histoires vous choqueront. Ceci est la suite non racontée de la famille Ben Laden. Une saga d'exil, de persécution et de survie qui continue à ce jour. À l'intérieur de ce complexe de 3 étages à Abbottabad, les forces américaines découvrirent une structure familiale complexe qui avait été cachée du monde pendant près d'une décennie. 3 des épouses de Ben Laden étaient présentes pendant le raid, ainsi que plusieurs de ses enfants et petits-enfants. La plus jeune épouse, Amal Al-Sada, n'avait que 29 ans et vivait dans le complexe depuis 5 ans. Elle avait donné naissance à 4 des enfants de Ben Laden pendant qu'elle se cachait. L'épouse du milieu, Khairia Sabar, était une conférencière universitaire qui avait été séparée de son mari pendant des années avant de le retrouver au Pakistan. L'aînée, Siam Sabar, avait été à ses côtés à travers de multiples déménagements et était devenue la gestionnaire de facto du foyer. Mais voici où l'histoire prend un tournant inattendu. Ce n'étaient pas seulement des spectatrices passives. Les autorités pakistanaises découvrirent que les femmes avaient été activement impliquées dans le maintien des protocoles de sécurité du complexe. Elles avaient établi des systèmes de communication complexes avec le monde extérieur et avaient géré des transactions financières par l'intermédiaire d'intermédiaires. Les enfants trouvés dans le complexe allaient des bambins aux adolescents. Certains n'avaient jamais vécu ailleurs. Ils parlaient un arabe et un pachtou limité et beaucoup n'avaient jamais reçu d'éducation formelle. Les enfants plus âgés, particulièrement les garçons adolescents, avaient reçu ce que les autorités décrivirent plus tard comme une instruction idéologique de leur père. Ce que les interrogateurs pakistanais découvrirent pendant leur questionnaire initial rechapperait tout ce que nous pensions savoir sur les dernières années de Ben Laden. Les 3 épouses furent immédiatement détenues par les autorités pakistanaises et placées dans ce que les officiels appelaient euphémiquement une garde protectrice. Mais ce n'était pas de la protection, c'était un emprisonnement sans procès, et cela durerait près d'1 an. Amal Al-Sada, l'épouse yéménite, fit face au traitement le plus dur. Elle avait été blessée pendant le raid quand elle se précipita vers les Navy Seals et les autorités pakistanaises soupçonnaient qu'elle possédait des renseignements cruciaux sur les opérations d'Al-Qaïda. Pendant des mois d'interrogatoire, elle révéla des détails sur les routines quotidiennes de Ben Laden, ses problèmes de santé et sa paranoïa croissante dans ces dernières années. Elle décrivit un homme qui était devenu obsédé par sa propre sécurité, quittant rarement ses quartiers du 3e étage et passant des heures à regarder la couverture médiatique de lui-même sur une petite télévision. Elle parla de nuits blanches où il arpentait les sols, convaincu qu'une trahison était imminente. Ce n'étaient pas les actions d'un leader confiant. C'étaient les comportements d'un homme vivant dans la peur constante. L'histoire de Khairia Sabar se révéla encore plus complexe. Les officiels du renseignement découvrirent qu'elle tentait de quitter le Pakistan pendant des mois avant le raid. Elle était devenue désenchantée de la vie isolée et faisait des enquêtes sur un retour à son Arabie Saoudite natale. Les autorités pakistanaises trouvèrent des preuves de correspondance entre elle et des membres de la famille dans le royaume, suggérant qu'elle planifiait une évasion. L'épouse aînée, Siam, présentait un défi entièrement différent. Elle avait été avec Ben Laden le plus longtemps et possédait la connaissance la plus complète des opérations de son réseau. Pendant l'interrogatoire, elle fournit des informations sur les maisons sûres, les méthodes de communication et les canaux financiers qui avaient été utilisés pendant la décennie précédente. Mais voici ce qui rend cela encore plus troublant, les conditions de leur détention. Les 3 femmes et leurs enfants furent détenus dans une maison sûre à Islamabad sous surveillance constante. Elles ne furent pas autorisées à avoir une représentation légale pendant des mois et leurs familles n'avaient aucune connaissance de leur localisation. Les organisations internationales des droits de l'homme condamneraient plus tard ces conditions, mais à ce moment-là, les dégâts étaient faits. L'impact psychologique sur les enfants pendant cette période ne peut être sous-estimé. Ils virent leur mère être questionnée répétitivement, vécurent sous garde constante, et n'eurent aucun contact avec le monde extérieur. Certains des plus jeunes enfants commencèrent à montrer des signes de détresse psychologique sévère. En mars 2012, les autorités pakistanaises prirent une décision qui disperserait la famille Ben Laden à travers le globe. Après près d'1 an en détention,
Les épouses et enfants devaient être déportés vers leur pays d'origine. Mais ceci présentait un défi diplomatique sans précédent. L'Arabie Saoudite, malgré être la patrie de Ben Laden et de plusieurs membres de la famille, refusa initialement d'accepter les rapatriés. La position du royaume était claire. Il ne voulait pas traiter avec l'examen international et les risques de sécurité potentiels qui viendraient avec l'hébergement de la famille immédiate de Ben Laden. Le Yémen, le pays natal d'Amal al-Sada, était au milieu de son propre bouleversement politique. Le gouvernement fonctionnait à peine, et la dernière chose dont ils avaient besoin était l'attention internationale qui viendrait avec l'acceptation de la plus jeune épouse de Ben Laden et de ses enfants. Pendant des semaines, les négociations diplomatiques continuèrent à huis clos. La solution, quand elle vint finalement, ne satisfit personne. Amal et ses enfants seraient envoyés au Yémen, tandis que les autres épouses et leurs enfants seraient déportés en Arabie Saoudite. Mais le gouvernement saoudien imposa des conditions strictes. Les membres de la famille seraient placés en résidence surveillée indéfiniment, sans liberté de mouvement et sans contact avec les médias. La déportation elle-même fut conduite sous des mesures de sécurité extraordinaires. Plusieurs vols furent arrangés avec différents membres de la famille, voyageant sur des avions séparés pour empêcher toute attention médiatique coordonnée. Les autorités pakistanaises fournirent de faux documents à certains membres de la famille pour faciliter leur départ. Mais voici où l'histoire devient encore plus troublante. Certains des enfants plus âgés, particulièrement ceux de plus de 16 ans, eurent le choix. Ils pouvaient rester au Pakistan et potentiellement demander l'asile ailleurs, ou accompagner leur mère vers des avenirs incertains en Arabie Saoudite et au Yémen. Plusieurs choisirent de rester derrière, créant des séparations familiales permanentes qui continuent à ce jour. Les plus jeunes enfants, certains à peine assez âgés pour comprendre ce qui se passait, étaient essentiellement apatrides pendant cette période. Ils ne détenaient pas de passeport valide, n'avaient pas de statut légal au Pakistan et étaient envoyés vers des pays où leurs avenirs restaient complètement incertains. Les observateurs internationaux notèrent que ces déportations violaient plusieurs traités internationaux concernant le traitement des enfants et réfugiés, mais les considérations géopolitiques l'emportèrent sur les obligations légales. Les membres de la famille qui arrivèrent en Arabie Saoudite se trouvèrent dans une prison dorée. Ils furent logés dans un complexe à Jeddah, fourni avec les nécessités de base, mais dépouillés de liberté fondamentale. Ce n'était pas le retour qu'ils avaient imaginé. Khairia Sabar, malgré être une citoyenne saoudienne, découvrit que sa citoyenneté ne fournissait aucune protection. Elle fut placée sous surveillance qui surveillait chacun de ses mouvements, chaque conversation, chaque contact avec le monde extérieur. La femme, qui avait été autrefois conférencière universitaire, se trouva piégée dans un système qui la traitait comme une menace permanente à la sécurité. Les enfants firent face à une situation encore plus complexe. Ceux assez âgés pour l'école furent inscrits dans des programmes spéciaux conçus pour déradicaliser leurs pensées. Ce n'étaient pas des environnements éducatifs typiques, c'étaient des programmes psychologiques intensifs visant à défaire des années d'influence idéologique. Les plus jeunes enfants s'adaptèrent plus facilement, mais les adolescents luttèrent avec la transition. Les autorités saoudiennes implémentèrent ce qu'elles appelèrent un protocole de réhabilitation pour toute la famille. Ceci impliquait des évaluations psychologiques régulières, des sessions de conseils religieux visant à promouvoir des interprétations islamiques modérées et une surveillance constante de leur communication. Les membres de la famille étaient requis de rapporter leurs activités quotidiennes et de demander permission pour toute activité en dehors de leur résidence désignée. L'aspect le plus déchirant de leur situation impliquait la réaction de la famille Ben Laden étendue. La riche dynastie de construction Ben Laden, qui avait construit une grande partie de l'infrastructure moderne de l'Arabie Saoudite, désavoua complètement les rapatriés. Malgré partager le même nom de famille et lignée, ils furent traités comme des parias par leurs propres parents. Ce rejet s'étendit aux questions pratiques. Les membres de la famille en détention se virent refuser l'accès à la richesse considérable et l'empire commercial de la famille Ben Laden. Ils devinrent dépendants d'allocations gouvernementales et vécurent dans des conditions bien éloignées du luxe que le nom Ben Laden commandait typiquement dans la société saoudienne. Certains des enfants adolescents commencèrent à montrer des signes de dépression sévère pendant cette période. Ils avaient perdu leur père, étaient séparés de frères et sœurs, et se trouvèrent prisonniers dans un pays qu'ils connaissaient à peine. Les autorités saoudiennes finirent par fournir un conseil psychologique, mais les dégâts à leur santé mentale étaient déjà significatifs. L'isolement était peut-être l'aspect le plus cruel de leur punition. Elles ne furent pas autorisées à voyager, ne pouvaient poursuivre d'études supérieures à l'étranger,
et furent interdites d'engager dans toute activité publique. À toute fin pratique, elles avaient été effacées de la société normale. Le retour d'Amal al-Sada au Yémen présenta des circonstances différentes mais également difficiles. Le Yémen en 2012 était un pays dans le chaos. Le contrôle gouvernemental était limité. Les affiliés d'Al-Qaïda opéraient ouvertement dans plusieurs régions et les services de base s'étaient effondrés dans de nombreuses zones. Contrairement à ses coépouses en Arabie Saoudite, Amal se trouva dans un pays qui manquait de ressources pour fournir une sécurité ou surveillance appropriée. Ceci créa une situation paradoxale. Elle avait plus de liberté physique que les autres, mais vivait dans un danger constant de groupes extrémistes qui la voyaient soit comme un prix précieux, soit comme un handicap dangereux. Les autorités yéménites la placèrent initialement en résidence surveillée à Sanaa, mais la situation sécuritaire se détériora si rapidement qu'elle fut déplacée plusieurs fois. Chaque relocalisation signifiait déraciner ces jeunes enfants encore une fois, ajoutant à leur traumatisme psychologique. Les enfants qu'elle amena au Yémen firent face à des défis uniques. Ils parlaient un arabe minimal et eurent des difficultés à s'intégrer dans la société yéménite. Le système éducatif luttait déjà en raison du conflit en cours et des provisions spéciales durent être prises pour les enfants de Ben Laden. Certaines écoles refusèrent de les accepter en raison de préoccupations sécuritaires et de stigmas social. Amal elle-même lutta avec la transition. Elle avait passé 5 ans dans le complexe isolé au Pakistan, suivi de près d'1 an en détention pakistanaise. L'environnement chaotique du Yémen, avec son instabilité politique et bouleversement social, se révéla écrasant. Elle commença à ressentir une anxiété sévère et requit un traitement médical difficile à obtenir étant donné le système de soins de santé qui se détériorait du pays. La situation financière devint particulièrement désespérée. Contrairement aux membres de la famille en Arabie Saoudite qui recevaient un soutien gouvernemental, Amal et ses enfants furent largement laissés à se débrouiller seuls. Elle n'avait pas accès aux opportunités d'emploi et comptait sur l'assistance occasionnelle de parents éloignés et organisations caritatives. Les organisations humanitaires internationales tentèrent de fournir assistance, mais la situation sécuritaire au Yémen rendait le soutien constant presque impossible. Les travailleurs humanitaires étaient réticents à être associés à la famille de Ben Laden, craignant que cela compromette leur capacité à opérer dans la région. L'impact psychologique sur les enfants devint de plus en plus évident. Ils faisaient des cauchemars sur le raid du complexe, luttaient avec leur identité en tant qu'enfants de Ben Laden et faisaient face à une incertitude constante sur leur avenir. Certains commencèrent à montrer des problèmes comportementaux qui nécessitaient une intervention professionnelle. Tandis que les histoires des épouses attirèrent quelque attention internationale, le sort des enfants de Ben Laden qui restèrent au Pakistan reçut bien moins d'examen. Plusieurs de ces enfants, plus âgés, incluant certains de mariages précédents, avaient choisi de ne pas accompagner leur belle-mère en Arabie Saoudite ou au Yémen. Ces jeunes adultes se trouvèrent dans une situation impossible. Ils étaient trop âgés pour être traités comme des victimes innocentes, mais trop jeunes pour être tenus pleinement responsables des actions de leur père. Les autorités pakistanaises étaient incertaines de comment les gérer, et aucun pays n'était disposé à leur offrir asile ou citoyenneté. Certains de ces enfants vivaient au Pakistan depuis des années avant le raid, et avaient établi des vies là-bas. Ils avaient des amis, certains avaient des relations romantiques, et quelques-uns poursuivaient une éducation ou un emploi. Les suites du raid détruisirent toutes ces connexions du jour au lendemain. Un des fils de Ben Laden, qui étudiait à une université locale, vit sa carrière académique complètement déraillée. L'institution l'expulsa immédiatement après le raid et aucune autre facilité éducative ne l'accepterait. Ses rêves de devenir ingénieur furent brisés et il fit face à un avenir incertain sans perspective de carrière viable. Un autre fils, qui travaillait dans une petite entreprise à Rawalpindi, perdit son travail quand son identité devint connue. Les employeurs à travers le Pakistan devinrent peu disposés à embaucher quiconque associé au nom Ben Laden, indépendamment de leurs circonstances individuelles ou qualifications. L'isolation sociale que ces jeunes gens expérimentèrent fut profonde. D'anciens amis les abandonnèrent. Les relations romantiques se terminèrent abruptement et ils se trouvèrent complètement ostracisés de la société pakistanaise. Certains commencèrent à utiliser de faux noms et identités, juste pour fonctionner dans la vie quotidienne. Les autorités pakistanaises décidèrent finalement que ces individus posaient un risque sécuritaire trop grand pour rester dans le pays indéfiniment. Cependant, leur déportation se révéla encore plus compliquée que celle des épouses et plus jeunes enfants. La plupart des pays refusèrent de les accepter, les voyant comme de potentiels terroristes, malgré n'avoir aucune preuve de leur implication dans des activités criminelles.
La réponse de la communauté internationale à leur situation fut largement indifférente. Les organisations des droits de l'homme mentionnèrent occasionnellement leur situation dans des rapports plus larges, mais il y eut peu de plaidoyers soutenus en leur faveur. Ils étaient devenus victimes de l'héritage de leur père, mais le monde avait peu de sympathie pour leurs circonstances. Certains de ces jeunes adultes réussirent finalement à obtenir des documents de voyage à travers des processus légaux complexes. Mais leur destination demeure limitée à des pays avec des préoccupations de sécurité minimales concernant leur présence. L'impact psychologique à long terme sur les membres de la famille Ben Laden s'étend bien au-delà de leur déplacement immédiat et de leur détention. Les professionnels de la santé mentale qui ont étudié des cas similaires décrivent une forme unique de traumatisme qui combine perte personnelle, stigmate social et persécution politique. Les enfants, en particulier, développèrent ce que les psychologues appellent la stigmatisation héritée, une condition où les individus souffrent des conséquences d'actions qu'ils n'ont pas commises et d'idéologies qu'ils peuvent ne pas partager. Cela se manifeste de diverses façons. Anxiété chronique concernant leur sécurité, difficulté à former des relations à cause de problèmes de confiance et confusion d'identité persistante concernant leur place dans le monde. Plusieurs des enfants qui étaient assez âgés pour comprendre les actions de leur père pendant leur temps dans le complexe expérimentèrent ce que les experts décrivent comme une blessure morale, dommage psychologique qui survient quand on témoigne ou apprend des actes qui violent leurs croyances morales fondamentales. Ces enfants durent réconcilier leurs souvenirs d'une figure paternelle avec la perception globale de lui comme le terroriste le plus notoire de l'histoire. Les mères firent face à leurs propres défis psychologiques. Elles durent traiter non seulement la mort violente de leur mari, mais aussi la révélation de l'étendue complète de ses actions et de leur impact global. Certaines avaient été largement protégées des détails de ces activités terroristes et apprirent à leur sujet seulement à travers la couverture médiatique suivant le raid. Les troubles du sommeil devinrent communs parmi les membres de la famille. Beaucoup rapportèrent des cauchemars récurrents concernant le raid du complexe, avec des sons d'hélicoptères, voix criant et coups de feu. Certains enfants développèrent des phobies spécifiques liées au bruit fort ou uniforme qui leur rappelaient cette nuit traumatisante. La surveillance constante et les restrictions sur leurs mouvements créèrent une pression psychologique additionnelle. Vivre sous observation perpétuelle, sachant que chaque conversation pourrait être surveillée et chaque action scrutée, contribua à la paranoïa et au retrait social parmi plusieurs membres de la famille. Le traitement de ces problèmes psychologiques s'avéra difficile à cause de la nature unique de leurs circonstances. Les approches thérapeutiques traditionnelles durent être modifiées pour adresser la combinaison spécifique de traumatisme personnel, persécution politique et stigmate social qui caractérisaient leurs expériences. Certains membres de la famille développèrent ce que les psychologues appellent le deuil compliqué, une condition où le processus de deuil normal est perturbé par les circonstances entourant la mort. Ils furent incapables de pleurer normalement leur mari et père perdus, parce que sa mort fut célébrée globalement comme une victoire contre le terrorisme. Le traitement des membres de la famille Ben Laden souleva des questions significatives concernant la loi internationale et les protections des droits humains. Les experts légaux notèrent que plusieurs aspects de leur détention et déportation violaient les traités et conventions internationaux établis. La détention des épouses et enfants au Pakistan pendant près d'1 an, sans charge formelle ou représentation légale, viola de multiples provisions de la loi internationale des droits humains. La justification du gouvernement pakistanais qu'ils étaient détenus pour leur propre protection fut rejetée par les autorités légales internationales comme insuffisante. Le processus de déportation lui-même souleva des préoccupations légales additionnelles. La loi internationale prohibe le retour d'individus vers des pays où ils peuvent faire face à la persécution, torture ou autres formes de mauvais traitement. Les experts légaux argumentèrent que l'envoi des membres de la famille vers des pays où ils feraient face à une arrestation domiciliaire indéfinie et une persécution sociale violait ces protections. La situation des enfants était particulièrement problématique d'un point de vue légal. La Convention sur les droits de l'enfant, que le Pakistan et l'Arabie Saoudite avaient signée, requiert que les meilleurs intérêts de l'enfant soient la considération primaire dans toutes les décisions affectant les mineurs. Les critiques argumentèrent que les déportations priorisaient la commodité politique au-dessus du bien-être de l'enfant. Certains membres de la famille tentèrent de contester leur détention et déportation à travers les canaux légaux, mais leur accès à la représentation légale fut sévèrement limité. Les avocats qui exprimèrent la volonté de les représenter firent face à des risques professionnels et personnels
qui découragèrent beaucoup de prendre leur cas. Les organisations internationales des droits humains déposèrent des plaintes auprès de divers corps de l'ONU, mais la sensibilité politique du cas limita l'efficacité de ces interventions. Beaucoup de pays furent peu disposés à critiquer le traitement des membres de la famille Ben Laden à cause de considérations diplomatiques et pressions politiques domestiques. Le cas mit en évidence des lacunes significatives dans les protections légales internationales pour les membres de familles d'individus accusés ou convaincus de terrorisme. Les lois et traités existants n'avaient pas anticipé des situations où des familles entières feraient face à une punition collective pour les actions d'un membre. Les chercheurs légaux notèrent que le cas de la famille Ben Laden établit des précédents dangereux pour comment les gouvernements pourraient traiter les membres de familles de terroristes accusés dans le futur. Le manque de responsabilité internationale pour leur traitement suggéra que des violations similaires pourraient survenir dans d'autres cas. Plus d'une décennie après le raid d'Abbottabad, les allées et venues et circonstances des membres immédiats de la famille Ben Laden demeurent largement enveloppées de secrets. L'information disponible suggère que leur vie continue d'être sévèrement restreinte et surveillée. En Arabie Saoudite, les sources suggèrent que certains des membres de la famille demeurent sous assignation à résidence, bien que les conditions puissent avoir été quelque peu relâchées avec le temps. Le gouvernement saoudien n'a jamais reconnu publiquement leur présence dans le royaume, maintenant la fiction officielle qu'ils ne furent jamais déportés là. Certains des enfants plus jeunes, maintenant adultes, peuvent avoir été autorisés à poursuivre des opportunités éducatives limitées en Arabie Saoudite, mais sous des noms d'emprunt et avec une supervision de sécurité constante. Leur capacité à voyager, travailler ou s'engager dans des activités sociales normales demeurait sévèrement restreinte. La situation d'Amal al-Sada au Yémen devint encore plus précaire alors que le pays descendit dans la guerre civile. Les rapports suggèrent qu'elle et ses enfants furent relocalisés plusieurs fois pour des raisons de sécurité, et leur localisation actuelle est inconnue. Le conflit en cours a rendu impossible la vérification de leur sécurité ou circonstances. Plusieurs des enfants plus âgés de Ben Laden qui restèrent au Pakistan réussirent finalement à quitter le pays à travers divers canaux légaux et diplomatiques. Certains obtinrent rapportément des documents de voyage qui leur permirent de se relocaliser vers des pays tiers. Bien que leur destination n'ait pas été divulguée publiquement, l'âge des médias sociaux a ajouté de nouvelles complications à leur situation. Malgré leurs efforts pour maintenir l'anonymat, certains membres de la famille ont été identifiés à travers des enquêtes en ligne par des chercheurs amateurs et journalistes. Cela a forcé des relocalisations additionnelles et mesures de sécurité. Certains des petits-enfants nés dans le complexe ont maintenant atteint l'âge scolaire, soulevant de nouvelles questions concernant leur éducation et intégration dans la société. Ces enfants ont vécu leur vie entière sous l'ombre de l'héritage de leur grand-père, malgré n'avoir aucune connexion personnelle avec ces actions. Les agences internationales de renseignement continuent à surveiller les membres de la famille, les voyant comme des sources potentielles d'informations concernant les opérations d'Al-Qaïda ou comme des cibles possibles pour le recrutement par des groupes extrémistes cherchant à exploiter le nom Ben Laden. L'empire de construction de la famille Ben Laden étendu, l'une des plus grandes compagnies d'Arabie Saoudite, continue à maintenir une séparation complète des membres immédiats de la famille associée à Oussama. Cet empire d'affaires, construit pendant des décennies, demeure non affecté par l'association avec le terrorisme. L'histoire de la famille d'Oussama Ben Laden après sa mort révèle les conséquences complexes du terrorisme global qui s'étendent bien au-delà du perpétrateur primaire. Ces individus, épouses qui peuvent avoir eu une connaissance limitée des activités de leur mari, enfants qui n'eurent aucun choix dans leurs circonstances et petits-enfants nés dans un héritage qu'ils ne peuvent échapper, continuent à vivre avec les conséquences d'actions qu'ils n'ont pas commises. Leurs expériences mettent en évidence des questions fondamentales concernant la justice, punition collective et le traitement des membres de familles de terroristes accusés. Plus d'une décennie plus tard, ils demeurent prisonniers d'un héritage qu'ils ne peuvent changer dans une situation politique globale qui ne leur offre aucun chemin clair vers des vies normales. La gestion de leur cas par la communauté internationale a établi des précédents qui peuvent influencer comment des situations similaires sont adressées dans le futur. Leur histoire sert de rappel que la guerre contre le terrorisme a des conséquences qui s'étendent bien au-delà de ses cibles immédiates, affectant des vies innocentes de manière qui continue à ce jour. Alors que ces individus luttent pour construire des vies dans les ombres de l'histoire, leurs expériences offrent des leçons sobres concernant l'impact durable du terrorisme sur tous ceux connectés à lui.
incluant ceux qui ne choisirent jamais de faire partie de l'histoire, mais ne peuvent échapper à sa portée. Le destin de la famille Ben Laden après 2011 demeure l'un des secrets les plus étroitement gardés dans les affaires internationales, avec leurs circonstances actuelles connues seulement de quelques responsables gouvernementaux sélectionnés et agences de renseignement autour du monde.